Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Parmi les pêcheurs britanniques, 90% ont voté pour le Brexit, soucieux de récupérer leurs eaux et de ne plus dépendre de la politique commune de la pêche européenne, qui, selon eux, a porté atteinte à leur industrie. Les eaux britanniques, parmi les plus poissonneuses au monde, attirent des pêcheurs de toute l'Europe, notamment de France, de Belgique et d'Espagne, qui peuvent en profiter tant qu'ils ne dépassent pas les quotas imposés par l'UE. Mais alors que la fin des négociations sur le Brexit se rapproche, les pêcheurs britanniques et européens commencent à redouter ses effets sur leurs pratiques et leurs revenus. Claire Pacalin, Alexandre Nard. « 4 heures du matin, au milieu des eaux britanniques. Nous sommes sur le Marmouze étroit, un chalutier français parti la veille de Boulogne-sur-Mer. À la manœuvre, le capitaine Olivier Leprêtre, 30 ans de carrière. Il vient très souvent plonger ses filets chez son voisin anglais. Non, par là, par là, par là. Le Royaume-Uni possède les eaux parmi les plus poissonneuses au monde. Un trésor partagé avec les Européens depuis des siècles. Mais c'est avec la France qu'ils ont le plus de côtes maritimes en commun. On voit très bien la pointe de Dagnès. Je suis à 60 voire 80% de mon temps dans les eaux britanniques. La France est là, et ici le Royaume-Uni de ce côté-là, et c'est l'endroit le plus étroit où les côtes sont le plus rapprochées les unes des autres. Il y a 22 km. Donc là, actuellement, je suis à peu près dans le milieu, on le voit ici, on voit ça, c'est mon bateau, et la ligne de séparation des eaux est en vert. Donc là, je suis côté anglais, et là, je suis côté français. Donc il est bien évident que si, suite au Brexit, les Français sont éjectés des eaux britanniques, je vais perdre facilement 70% de mon chiffre d'affaires. Donc j'aime autant vous dire que c'est la faillite. Depuis 1983, tous les navires de l'Union peuvent aller pêcher les uns chez les autres. Le 29 mars 2019, les eaux du Royaume-Uni ne seront plus européennes, mais britanniques. Londres pourra pour la première fois depuis 40 ans enfermer l'accès à quiconque. Les bateaux européens perdraient la moitié de leur pêche. Les Français seraient les plus affectés en valeur. Ils perdraient 170 millions d'euros. Poisson pêché par nos soins. Ça, c'est très bon. Pêché dans les eaux britanniques. Ironie du sort, Olivier et son neveu Pierre ont acheté ce navire neuf peu avant l'annonce choc du Brexit. Un investissement de 2 700 000 euros. Au petit matin, dans la Manche, côté français cette fois. Là, on va remonter le chalut, là. Au fond de la mer, il n'y a pas un barrage qui dit on arrive dans les eaux françaises ou dans les eaux anglaises. Les poissons, ils savent pas où ils sont. Dans les eaux communes, pour protéger l'écosystème, chaque pays européen a droit à une certaine quantité de captures par an. Un quota national que les États membres de l'UE peuvent se louer ou se vendre entre eux. Les Anglais ont vendu 21% du leur aux Pays-Bas. Olivier les appelle les financiers de la mer et refuse de se dérouter quand l'un d'entre eux veut pêcher dans la même zone. Et là devant, tu as dit que je ne bougerais pas de toute façon. Donc, yes. Ce chalutier hollandais pêche sous pavillon britannique, donc sur le quota des poissons réservé au Royaume-Uni. Il demande s'il ne veut pas qu'on rentre à Boulogne, pour lui laisser la place. You want I go back to Boulogne?
No, maybe for one whole turn earlier to east. So after this, no problem with us. Sur la Manche, du chalutier au porte-conteneurs, tous évoluent très près les uns des autres. La densité maritime sans équivalent sur la planète concentre 20% du trafic mondial. Si les pêcheurs européens sont chassés des eaux britanniques, cette suractivité deviendrait dramatique en surface et sous l'eau. Or, globalement, les stocks de poissons européens se portent mieux depuis peu. La Commission européenne prévoit même un niveau biologique durable d'ici 2020, grâce aux quotas restrictifs qu'elle a mis en place. Donc on n'a plus le droit de pêcher de bar. Mais bon, donc là on en a pêché un, mais on l'a pas fait exprès. Un bar qui fait facile 4 kilos, ça fait 80 €. On va jeter 80 € à la mer. Alors qu'il est mort. Cet hiver on a ciblé l'encorné. Il y a des bars qui sont passés dans le chalut, ben on les a pêchés. On a pêché 4 tonnes de bars. On les a rejetés. Les rejets de pêche accidentelle, obligation européenne, est mal vécu par l'ensemble des pêcheurs. Vous pouvez aller sur tous les quais en France, tous les pêcheurs vous diront on ne veut plus rester dans l'Europe. D'ailleurs, les pêcheurs anglais ont voté à 96% pour la sortie de l'Europe. C'est pas pour le plaisir, c'est bien parce que les Anglais en avaient marre. Après 72 heures de pêche, le marmousé rentre à Boulogne-sur-Mer. En tonnage, c'est le plus grand port de France, désormais en sursis. 65% de sa production provient des eaux britanniques. Direction le sud-ouest du Royaume-Uni. Dans le comté anglais de Devon, à Ilfracombe. Ancien port de pêche très actif, devenu graduellement station balnéaire. Ne reste ici que 2 chalutiers. Le port ne leur fait pas payer le droit d'amarrage. Ils maintiennent ainsi l'aspect folklorique du lieu. Ils appartiennent aux frères Wharton, Scott et Paul. En chalutier de plus de 10 mètres, nous pensons que nous sommes probablement les 2 derniers de toute la côte ouest de l'Angleterre. Avant, il y avait une vingtaine de bateaux qui opéraient dans le nord du Devon. J'aimerais qu'il y ait plus de navires de pêche ici. Ensemble, la famille résiste. Depuis 1983, le nombre de marins-pêcheurs a chuté de moitié au Royaume-Uni. Qu'est-ce que tu voulais déjà? J'ai besoin d'un petit casier. Claire Wharton tient avec son mari Paul un petit snack, à quelques pas des bateaux. Elle y vend leurs poissons et crustacés, pêchés du jour. J'aime avoir une sélection, des petites quantités de plein de poissons différents. C'est plus captivant à regarder sur le présentoir. Et oui, il y en a là-dedans. Une bonne astuce, car ce grand pays insulaire, cerné de plus de 40 espèces de poissons comestibles, n'en consomme que 3. Thon, saumon et surtout cabillaud, en fish and chips. Ce type d'étal est donc rare dans le pays. C'est du poisson de qualité, super frais, pour facile 4 personnes. Ça sera pour 4 personnes. On sera 2. Avec un peu de fromage sur le dessus, c'est top. Il faut le cuire d'un côté puis de l'autre, râper du fromage et le laisser bien fondre, c'est délicieux. Les générations précédentes achetaient, préparaient et cuisinaient les fruits de mer. Une habitude perdue au fil du temps, même s'il reste quelques amateurs. C'est frais, c'est fantastique. C'est aussi bon qu'en France et ce n'est pas cher. Hier, nous avons eu un homard entier chacun. C'était magnifique. Tu veux le toucher? Tu es courageux. Bien joué, Angus. Les Wharton font tout leur possible pour que petits et grands apprennent à renouer avec les produits de la mer du pays. Salut, Scott. C'est bien de voir les jeunes manger du poisson. Il n'y en a pas assez dans ce pays. Nous avons maintenu le business, je ne sais pas comment. Mais nous l'avons fait. Il a fallu beaucoup s'impliquer. Il faut surtout avoir la passion du métier, car il faut investir beaucoup d'argent sans espérer de retour sur investissement.
Ça c'est sûr, rien en retour. Le problème, ce ne sont pas les stocks de poissons, mais ce que nous sommes autorisés à pêcher. Pour les pêcheurs britanniques, Bruxelles est le principal responsable de leur déclin. Mais pas le seul. Qu'est-ce qu'on coupe, Dan? Dan est le fils de Scott et le capitaine d'un des deux chalutiers. Notre travail est dur et notre gouvernement le rend encore plus dur. Selon eux, Londres ne les a jamais soutenus, car ils ne représentent qu'un demi% de l'économie du pays. Ils ne s'attendent donc pas à peser dans les négociations du Brexit. Je pense que l'industrie de la pêche servira juste d'outil à la négociation, ce qui ne nous rend pas service. Dan et son père hésitent désormais à se séparer de leur coûteux chalutier pour acheter plus petit. Paul l'a déjà fait. 8 h du matin, nous embarquons avec lui. Il navigue désormais sur un 9 mètres. Quel beau temps, un temps britannique, toujours le meilleur. Avec ce type de bateau, il ne sort qu'à la journée, le long des côtes anglaises, pour remonter du crustacé. Ils ont tout arrêté. Les quotas pour les bars, les poissons plats, les cabillots, les sols. On prend coup sur coup. C'est la nature ici. Elle produisait bien avant nous et elle produira toujours. Paul se concentre sur les crabes et les homards, car ils ne sont soumis à aucun quota jusqu'ici. Il est petit, mesure-le quand même. Nous voulons pouvoir pêcher suffisamment de poissons pour survivre, pas avec d'autres bateaux étrangers. Ils prennent beaucoup de poissons. Nous voulons que nos eaux nous reviennent pour que nous puissions les avoir que pour nous, pour notre avenir. 40% des prises dans les eaux du Royaume-Uni sont réalisées par les Britanniques. 60% ramenés par les Européens. Nous décidons d'aller à la rencontre de ces étrangers pêchant en eau britannique. Direction le Pays de Galles, à Milford Haven. Un port très fréquenté par les grands navires belges. Depuis plusieurs jours, nous avons repéré l'arrivée de l'un d'entre eux sur cette carte interactive, accessible sur Internet. Elle donne en temps réel la position des bateaux du monde entier. 7 h du matin, ils débarquent comme prévu, après 9 jours de mer. C'est agréable de pêcher ici, de venir ici. Voir de nouveaux pays, c'est aussi une chouette partie du métier. Ça permet de découvrir de nouveaux endroits, des lieux qu'on ne connaîtrait pas si on restait dans notre propre pays. Ils ne nous haïssent pas car nous sommes belges et que nous pêchons dans leurs eaux. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je ressens ici à terre. Son père, le capitaine, vient ici depuis l'âge de 16 ans. Son bateau est autorisé à pêcher en Europe 275 jours par an. Nous sommes toujours 6 personnes à bord. 3 ou 4 autres restent à la maison et on se relaie en continu. Nous pêchons jusqu'à ce que notre quota soit atteint ici. Puis nous nous arrêtons car nous n'avons pas le droit de pêcher plus. Nous pêchons alors ailleurs dans toute l'Europe. Il estime que les pêcheurs belges font entre 70 et 80% de leur activité en eau britannique. La Belgique, petit pays, n'a que 64 km de côte maritime. C'est pour la criée de demain. Nous vendons nos poissons en Belgique, car les prix sont meilleurs qu'ici. Ici, ils capturent une trentaine d'espèces différentes, contre 5 chez eux. Dès le chargement terminé, ils repartiront en minibus pour la Belgique. Ce Gallois est leur agent intermédiaire. Sa société veille sur 23 navires belges depuis 30 ans. Formulaire douanier, carburant, droit d'amarrage. Seuls 2 chalutiers britanniques fréquentent encore ce port. Les bateaux belges et espagnols sont ici, c'est comme ça. Je pense que tout le monde blâme tout le monde. Ils volent nos poissons. Certainement pas. Ils sont comme nous tous dans leur droit de pêche. Ils ne font que leur quota avec les licences qui les y autorisent. Ils ne le volent pas, non. Le système des quotas cristallise la frustration des Britanniques envers les autres Européens. Mais qui décide vraiment de qui pêche quoi? Des scientifiques indépendants donnent à la Commission européenne leur avis sur l'état des ressources. Sur ces données, celle-ci propose des quotas,
Puis ce sont les ministres de la pêche qui les valident et les répartissent entre les pays de l'Union lors d'une réunion souvent houleuse en fin d'année. Au final, chaque gouvernement distribue sa part de quotas comme bon lui semble. Au Royaume-Uni, les bateaux de moins de 10 mètres, soit 3/4 des pêcheurs britanniques, se partagent 1,5% du quota alloué à leur pays. 3 compagnies multimillionnaires possèdent quant à elles 53% du quota anglais. Direction Plymouth, où siège l'une d'entre elles, Interfish Limited. Ce jour-là, l'un de leurs bateaux se prépare pour une nouvelle sortie en mer. C'est un bateau Interfish ? Oui, celui-là et les 2 autres côte à côte, juste devant le nôtre. Ces chalutiers à double filet sont conçus pour capturer des poissons en eau profonde et en grande quantité. Avec ça, on peut attraper de tout, de la lotte, de la morue, hareng, des sols citrons, un peu de tout. Nous montons à bord rejoindre le capitaine. Il n'est pas à l'aise avec la caméra. Il sait son employeur sous le feu des critiques, car il cumule le plus grand quota britannique. Ce bateau ne m'appartient pas, c'est Interfish le propriétaire. Et vous avez assez de quotas pour pêcher ce que vous voulez pêcher ? Oui, ça reste honorable. C'est pas la folie, mais on n'a pas de problème avec les quotas. L'industrie de la pêche britannique est l'une des plus prospères de l'Europe. Et ce, grâce à l'Europe, car elle y exporte les 3/4 de sa production. Même ressources limitées, même lieu de pêche, même marché. Européens et Britanniques ont toujours été dans le même bateau. Une réalité noyée par la puissante propagande en faveur du Brexit. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Selon le gouvernement indien, la part des femmes dans la force de travail est passée de 34% à 27% en 10 ans, entre 2004 et 2015. Selon l'Organisation internationale du travail, l'Inde fait partie des 11 pays où la part du travail des femmes est la plus faible, derrière des pays comme le Bangladesh et le Népal. Pourquoi tant de femmes ont-elles quitté le travail en Inde? Reportage de nos correspondants Mandakini Gallo et Suyash Shrivastava. Pour Shivani Vij, 44 ans, tout ne s'est pas passé comme prévu sur le plan professionnel. Elle grimpait un à un les échelons dans le secteur florissant du service après-vente, jusqu'à ce que la naissance de son fils freine subitement sa carrière il y a 8 ans. J'ai démissionné. C'est ma mère qui m'y a poussé. Elle m'a dit que je devais m'occuper de mon fils. Vous savez, dans la société indienne, ce n'est jamais l'homme qui démissionne pour s'occuper du foyer. C'est impensable. Abandonner une carrière prometteuse n'a pas été un choix facile. Mais pour Shivani, le devoir de mère était plus important que ses ambitions professionnelles. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Aujourd'hui, son fils est grand et devenu indépendant. Le moment pour Shivani de relancer sa carrière. C'est très compliqué de retourner sur le marché du travail après tant d'années à la maison. Heureusement, j'ai découvert Shirose, une entreprise engagée auprès des femmes qui propose du travail à domicile. Comme Shivani, près de 20 millions de femmes indiennes ont quitté le marché du travail entre 2004 et 2015. Shirose, une organisation privée, s'est penchée sur le problème. Et c'est le cas ici? Oui, c'est le cas. Elle a été harcelée sexuellement pendant 6 mois. Aditi est psychologue responsable de la cellule d'écoute de Shirose, un poste créé pour comprendre et répondre aux pressions subies par les femmes au travail. Dans 47% des cas, la raison qui pousse les femmes à quitter le marché du travail, c'est l'éducation des enfants. L'autre motif, qui concerne au moins 20% des femmes, c'est le harcèlement sexuel au travail. Sairi Chahal a créé Shirose il y a 4 ans. Aujourd'hui, la communauté réunit 5 millions de femmes sur Internet. Pour elle, le problème principal est le patriarcat très ancré dans la société indienne. Shirose connecte les femmes au monde de l'emploi et collabore avec les entreprises pour créer des emplois à domicile. Internet explose en Inde.
Mais tout comme l'indice de développement du pays, pour l'instant, ça n'a pas profité aux femmes. À la base, j'ai créé Shiros pour donner des options de carrière aux femmes. L'idée, c'était de créer un espace sécurisé sur Internet pour les femmes qui leur inspire confiance. La diminution du nombre de femmes sur le marché du travail survient pourtant à un moment où leur accès à l'éducation et les possibilités d'emploi n'ont jamais été aussi forts. Un phénomène qui interroge entre autres les économistes, comme Kanika Mahajan. En Inde, c'est un marqueur social fort pour les hommes de dire « ma femme ne travaille pas ». Si vous jetez un œil aux activités des femmes indiennes, en moyenne, elles vont consacrer 7 à 8 heures par jour aux tâches domestiques. On voit que même si leur niveau d'éducation est en hausse, le poids des traditions les empêche d'accéder au marché du travail. Dans la rue, l'opinion est toujours divisée sur la question. Écoutez, je ne peux pas autoriser ma fille à travailler comme mon fils. C'est juste inconcevable. J'ai dit à ma famille que je travaillerai après le mariage. Je ne veux pas rester cloîtrée chez moi. Les mentalités évoluent, mais la route est encore longue. Bombay. Après 10 ans à la maison, le retour au travail a été très éprouvant pour Anupama Kapoor. Nourrie de sa propre expérience, cette quadragénaire a lancé Reboot Her, relance-la en français, un groupe de soutien pour les femmes qui veulent réintégrer le marché du travail. Comme vous le savez, nous aidons des femmes qui ont choisi de faire une pause dans leur carrière. Nous vous aidons à développer de nouvelles compétences pour faciliter votre retour sur le marché du travail. Anupama met en lien ces femmes avec des chefs d'entreprise qui les aident à combler leurs lacunes dans un monde du travail en pleine mutation. Meghna a reçu les conseils d'un grand directeur de banque. Alors, comment ça se passe? Ces conseils t'ont aidé à y voir plus clair dans ton secteur? Il connaît bien le domaine et m'a encouragé à consulter certains sites et à contacter des acteurs spécifiques du secteur bancaire. Malgré les nombreux défis que les Indiennes doivent relever, Anupama garde espoir. Avec davantage d'efforts de la part des entreprises et du gouvernement, notamment du côté des infrastructures et des services à l'enfance, je suis convaincue que l'avenir des femmes indiennes est prometteur. Une augmentation de 10% du nombre de femmes sur le marché du travail permettrait à l'économie indienne une croissance de près de 700 milliards d'euros. 7 ans après le début de la guerre en 2011, les combats ont laissé la Syrie en ruine et le coût des destructions s'élève à plus de 400 milliards de dollars, selon l'ONU. Des villes et localités entières ont été presque entièrement rasées et les infrastructures du pays ont besoin d'être réhabilitées. Rebecca Martin, Carmen Jouhadar. Maaloula, l'une des plus grandes villes chrétiennes de Syrie. Autrefois destination touristique, connue pour ses monastères et ses églises. Mais la plupart des monuments ont été détruits lors des combats entre rebelles et forces du régime. Aujourd'hui, la ville se reconstruit lentement, grâce notamment à une ONG française. Étienne fait partie des bénévoles. On finance la reconstruction de beaucoup de maisons. Et de l'autre côté, les volontaires qui sont présents à Maaloula sur place aident tous les jours sur des chantiers, sur les travaux d'irrigation ou des projets agricoles, les habitants à reconstruire les habitations endommagées de Maaloula. Le tourisme religieux était l'une des rares sources de revenus pour les habitants de Maaloula. Avec la pacification du pays, ils espèrent pouvoir reprendre leurs activités. Les touristes sont très peu nombreux à venir ici. Ce sont surtout des personnes qui viennent montrer leur solidarité vis-à-vis des Syriens. Et puis il y a aussi des délégations officielles qui viennent parfois nous rendre visite. Mais avant le retour des touristes, le gouvernement syrien souhaite encourager les 5 millions de réfugiés qui ont fui la guerre à revenir vivre dans le pays. Quelques centaines d'entre eux ont déjà fait ce choix, comme ici à Daraya, l'un des anciens bastions rebelles de la banlieue de Damas, assiégé et bombardé par les forces du régime. Mohamed, exilé pendant 7 ans, retrouve son appartement en ruine.
Il nous faudra un accès à l'eau, à l'électricité et à des matériaux de construction. Il faudrait aussi que les infrastructures de transport soient reconstruites. Ça, c'est la priorité. Face à l'ampleur de la tâche, les autorités locales, elles, préfèrent insister sur les avancées. Des chantiers ont été lancés pour rétablir l'eau courante, l'électricité et les lignes téléphoniques. Il y a même une clinique qui est en construction. Mais pour mener tout ça à bien, il nous faudrait un budget de 470 millions de dollars. Pour le moment, le gouvernement nous a donné 160 000 dollars pour débuter la première phase de reconstruction. La reconstruction du pays est devenue un argument de vente au Salon international de Damas. Avec 30% de participants en plus cette année, le gouvernement syrien espère attirer les investisseurs étrangers. Les entreprises internationales recommencent à s'intéresser au marché syrien et veulent s'y faire une place. En 2017, environ 2600 entreprises ont fait une demande de protection de leur marque dans notre pays. Parmi les pavillons les plus importants, ceux de l'Iran, de l'Inde, de la Jordanie ou encore de la Russie. Cette entreprise met en avant un bulldozer blindé, spécialement pensé pour les terrains minés. Nous présentons ici des véhicules qui pourront être d'une grande utilité pour la reconstruction de la République arabe syrienne. C'est le cas notamment de nos bulldozers blindés, qui s'avéreront sans doute très efficaces. En Syrie, les blessures de la guerre sont toujours à vif. Et si les efforts de reconstruction peuvent effacer certains stigmates, les habitants, eux, resteront marqués à jamais. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24, direction le Caucase russe. Cette région au sud du pays compte plusieurs républiques musulmanes, dont l'Ingouchie et la Tchétchénie. Cette dernière est dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov, le protégé de Vladimir Poutine. Si en Tchétchénie, Kadyrov fait taire toute contestation, début octobre, la colère a éclaté en Ingouchie après que le président tchétchène a signé un traité de redéfinition des frontières avec son homologue ingouche. Les manifestations sont sans précédent depuis celles pour l'indépendance de la Tchétchénie et menacent la stabilité déjà fragile de la région. Sur place, le reportage de notre correspondante Elena Voloshin. À Magas, capitale de la République russe d'Ingouchie, un énième rassemblement pour protester contre le nouveau tracé des frontières avec la Tchétchénie voisine. Pour ces manifestants, Vladimir Poutine représente l'ultime espoir dans leur conflit avec leurs dirigeants. Il a offert des dizaines de milliers d'hectares au président tchétchène sans consulter le peuple ingouche. Il n'y a eu aucun référendum. Ces 150 dernières années, ils n'ont eu de cesse de découper l'Ingouchie morceau par morceau pour la distribuer aux voisins. Des manifestations d'une telle ampleur, c'est une première dans l'histoire de l'Ingouchie, parce que la terre est le sujet sensible pour les Ingouches. Le gouvernement les a profondément blessés en gérant cette problématique en secret, sans les consulter. Fin septembre, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et son homologue ingouche Younusbek Yevkourov signent un accord pour légaliser la frontière entre leurs deux républiques qui furent unies à l'époque soviétique. Le nouveau tracé prive l'Ingouchie de 9% d'un territoire d'à peine 3600 km² qu'elle possédait de facto depuis la fin de l'URSS. Depuis le début de la contestation, Magomed ne rate aucune manifestation. Sa famille est originaire de cette zone frontalière avec la Tchétchénie. Ces montagnes sont la terre de leurs ancêtres et leur lieu de pèlerinage. C'est ici qu'est enterré mon père. Là, c'est mon frère. Et là-bas, mes deux fils. Tous les membres de ma famille sont enterrés en ce même endroit. Pour nous, ce lieu est sacré. Dans cette zone militarisée, les interventions armées dans les villages sont fréquentes.
Leur but officiel, éradiquer des combattants islamistes établis dans ces maquis au lendemain des guerres de Tchétchénie. En 2015, le village de Magomed fut même bombardé. Par crainte pour leur vie, sa famille et lui ont dû quitter leur maison natale. Les éclats d'obus ont ricoché et traversé le mur jusqu'à la chambre, tout là-bas. Lorsque je me suis adressé à lui, le dirigeant de l'Ingouchie m'a répondu « Vous n'avez qu'à assurer votre sécurité vous-même ». On n'a reçu aucune information et pas un copec de dédommagement. À l'époque, ça a nourri ma rancœur vis-à-vis des autorités, mais je me suis résignée. Mais le fait que maintenant ils cèdent la terre ingouche, ça m'est insupportable. Si le dirigeant de l'Ingouchie les laisse au moins exprimer leur colère, Magomed redoute que la répression ne vienne de l'autre côté. Par le passé, les forces de sécurité tchétchènes ont déjà traversé une frontière qui aujourd'hui se rapproche. Ça, c'est un autographe que nous a laissé les forces de sécurité de la République voisine de Tchétchénie, après avoir terminé une opération antiterroriste débutée en 2009. Je pense qu'ils ont laissé ce message pour nous dire « Vous, on ne vous oublie pas ». Et de quoi avez-vous peur? Nous avons peur que les forces de sécurité tchétchènes débarquent à nouveau et agissent avec nous comme elles agissent avec leur propre peuple. En Tchétchénie voisine, Ramzan Kadyrov dirige d'une main de fer. Accusé par les défenseurs des droits de l'homme d'avoir recours à la torture et aux exécutions arbitraires, il a déjà menacé ceux qui manifestent contre la nouvelle frontière. Nous avons voulu savoir pourquoi le dirigeant tchétchène avait besoin d'un accord aussi controversé. Son ministre de l'Information a accepté de nous recevoir. Afin de pouvoir réaliser nos projets économiques, d'investissement et dans d'autres secteurs, cette frontière doit absolument exister. Sans cela, nous ne pourrons pas signer un seul document sur ces territoires. Pour le ministre, les opposants à l'accord sont manipulés. Ceux qui font cela veulent briser une paix déjà fragile dans le Caucase du Nord et même dans l'ensemble de la Russie. Ils profitent de la pression économique et politique sans précédent que subit actuellement la Russie de la part des pays occidentaux. Dans les zones frontalières, les autorités ingouches et tchétchènes promettent de développer l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Vladimir Poutine, lui, reste silencieux face aux inquiétudes des ingouches. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est un problème récurrent en France et un sujet qui inquiète. La pénurie de médicaments. En ville comme à l'hôpital, il est de plus en plus difficile de se procurer des médicaments essentiels. Tous les malades sont touchés et en premier lieu les patients atteints de maladies neurologiques ou encore de cancer. L'an dernier, 530 signalements de produits en rupture de stock ont été recensés. Reportage de Marie Schuster sur les causes de ces pénuries. Jacques est atteint de la maladie de Parkinson. À chaque renouvellement d'ordonnance, voici ce que lui répond son pharmacien. Par contre, il y a des médicaments que je ne vais pas avoir le dosage 2 mg de Réquip. C'est une rupture de stock chez le fabricant. Donc je vais avoir du mal à vous le procurer. Sinémet, Mentadix, Modopar, les médicaments essentiels au traitement de la maladie de Parkinson, tout comme leur générique, sont régulièrement introuvables en France. Tous les jours, il faut qu'on regarde tout ce qui est en rupture de stock, essayer de trouver s'il y a des génériques, essayer de trouver quel laboratoire de génériques on a, parce que souvent les génériques du coup sont aussi en rupture de stock. De retour chez lui, Jacques commence à ressentir les premiers effets du manque de médicaments. Pour moi, le symptôme principal, c'est celui-là, le tremblement au repos. C'est ma main gauche qui tremble. Rien que le fait d'avoir entendu on ne sait pas vous donner un délai sur ce médicament-là, tout de suite ça démarre
Et ça, voilà, on n'a pas besoin de ça, en plus. On en a suffisamment de pépins comme ça avec cette foutue maladie pour que ça ne soit pas la peine de rajouter du stress supplémentaire. Ces médicaments sont dits d'intérêt thérapeutique majeur. Toute interruption du traitement peut mettre en jeu le pronostic vital des patients. Et les malades de Parkinson sont loin d'être les seuls touchés par ces pénuries fréquentes. Les problèmes d'approvisionnement concernent toutes les catégories de médicaments et potentiellement toute la population. Anti-infectieux et vaccins, antalgiques, traitements contre le cancer, produits neurologiques ou encore dérivés du sang utilisés en traitement de l'hémophilie, au total, 430 médicaments sont en rupture de stock en France. Près de 11 millions de Français atteints de maladies chroniques se retrouvent ainsi régulièrement privés de leur traitement. C'est un Français sur 6. Selon l'Agence nationale pour la sécurité du médicament qui lançait l'alerte il y a un an, les pénuries récurrentes sont le résultat d'une fabrication mondialisée. Toute la chaîne s'est mondialisée, s'est complexifiée. Il y a un cloisonnement des différentes activités, des différentes étapes. Le problème, c'est qu'on a une seule usine de matières premières pour l'ensemble des besoins mondiaux. Le problème des ruptures de stock est loin d'être un problème seulement français. Première cause identifiée, une croissance rapide de la demande mondiale en médicaments. Trop rapide pour les industriels qui ont peine à la satisfaire. Deuxième raison invoquée, le fonctionnement économique de l'industrie pharmaceutique. Pour réduire les coûts, les grands laboratoires ont éclaté la production et largement délocalisé. En 40 ans, le nombre d'usines installées en France a réduit de moitié. En 2017, il n'y en avait plus que 271 sur le territoire, essentiellement dédiés au conditionnement et à la recherche. Les principes actifs, la matière première du médicament, sont désormais fabriqués au Pakistan, en Chine et en Inde, où les conditions de production sont plus favorables aux laboratoires. Mais avec son lot de défaillances, 20% des produits finissent directement à la poubelle. La production est organisée à flux tendu. Chaque étape, de la matière première au cachet dans nos verres d'eau, devient la responsabilité des sous-traitants. Au moindre grain de sable, la machine s'enraye et c'est la pénurie assurée. Une autre raison avancée, et peut-être moins avouable, est celle du prix des médicaments. Certains professionnels de santé dénoncent une logique marchande autour des médicaments génériques, au détriment de la santé publique. Les plus virulents vont jusqu'à parler de pénuries organisées par les laboratoires pour faire gonfler les prix et améliorer leur rentabilité. Sur les médicaments qui coûtent très cher, l'industrie va continuer à les produire sans problème. En revanche, dès qu'un médicament est peu cher, est ancien, ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus les producteurs. Et donc, une pénurie va survenir, qu'elle soit créée ou non. Et si elle est créée, c'est pour permettre d'augmenter de manière scandaleuse les prix derrière. C'est ainsi que le BCNU est passé de 30 ou 35 euros pour 100 mg à 900 euros, puis vers les patients. Pour le représentant de l'industrie pharmaceutique en France, il n'existe pas de stratagème destiné à monter les prix artificiellement. Je vais m'inscrire complètement en faux sur une idée parfois un peu reçue ou un peu trop fréquemment évoquée sur le mode « les ruptures de stock sont organisées pour augmenter les prix des médicaments ». Il est vrai que dans des situations parfois de tension, encore une fois sur le plan mondial et international, vous avez une entreprise qui est installée au niveau mondial, un site de production au niveau mondial qui décide systématiquement des allocations de produits ou de médicaments qu'elle met à disposition des différents pays ou des différentes zones géographiques. Et je reviens là-dessus sur mon exemple. Quand vous avez un médicament comme un antibiotique extrêmement utilisé qui coûte quelques euros en France et qui coûte le double en Allemagne, là peut se poser la question de savoir si effectivement vous attribuez tel ou tel stock en fonction de telle ou telle zone géographique. En France, les prix des médicaments sont jugés trop bas par les industriels, ce qui les conduirait à redistribuer le stock de médicaments disponibles vers ces pays voisins, plus offrants. Le Sénat s'est saisi du problème. Selon son rapport, la solution passe par une relocalisation de la production et une augmentation des prix dans l'Hexagone. La problématique est aussi que les prix pratiqués en France sont des prix fixés. Et dans d'autres pays, les médicaments sont vendus plus cher. La considération économique n'est pas
n'est pas étrangère à ce problème de pénurie. Je crois qu'il faut qu'on en tienne compte et peut-être que des médicaments qui sont vendus à bas prix pourraient mériter, pour continuer d'être produits dans notre pays, d'avoir une petite augmentation. Si c'était le cas, l'État ne serait pas seul à en supporter le coût. Les patients pourraient eux aussi avoir à mettre la main au portefeuille. L'industrie pharmaceutique pèse en France plus de 54 milliards d'euros. C'est aussi le troisième plus gros exportateur, derrière l'aéronautique et l'automobile. Les leviers de pression pour résoudre le problème des pénuries sont donc plutôt du côté des industriels. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée à vous tous et à la semaine prochaine.